Merci beaucoup de partager avec nous vos, vos idées, vos réflexions et également vos propositions. Alors, moi, je voudrais d'abord que tous les amis soient au courant un petit peu de cette définition, de ce terme de désertification. Bien sûr, lorsqu'on réfléchit à la désertification, on pense tout de suite aux terres qui sont dénudées, dégradées, etc. Mais la solution qui réside, comme vous l'avez dit, dans une vision globale de développement durable. Mais dans cette vision de développement durable, pour la désertification, bien sûr, la vision de développement elle est très globale. On a la Convention sur les changements climatiques qui est axée sur tout ce qui est air, pluie, etc. Nous avons la Convention sur la biodiversité qui est axée sur tout ce qui est plantes. Mais cette troisième convention sur la désertification, elle est axée sur la terre. Et ça, c'est extrêmement important pour cette convention. C'est la seule convention qui traite de façon détaillée la problématique de la gestion de la terre. Et vous savez, la terre, c'est extrêmement important parce que c'est le support sur lequel nous vivons, c'est le support des plantes, c'est là où les plantes puisent leur eau pour pousser, etc. Donc, la terre est extrêmement importante et c'est pour cela que l'ONU lui a dédié une convention spécifique. Maintenant, comme ça a été dit, vous avez rappelé les chiffres sur l'importance de la terre dans cette convention. Et je crois que ce qu'il faut retirer, de cette ère, c'est que globalement, notre planète est assez vulnérable. On a parlé de 40% des terres qui sont dans des zones marginales du point de vue productivité, du point de vue aridité, etc. Imaginez 40% de la surface de la terre, c'est énorme, avec les populations qui y vivent. Donc c'est déjà un... Mais ce qu'il faut peut-être bien étudier pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes, c'est que ces 15 millions d'hectares de la terre, comment ils sont répartis, afin que pour chaque activité que nous menons sur la terre, il faut qu'on puisse cibler les activités qu'il faut entreprendre. Alors moi, ce que je veux retenir, on a d'abord retenu ce chiffre de 40% de terres arides. Et donc, la gestion des terres arides est extrêmement difficile. Et donc, il faut lui trouver des mesures assez adéquates. Et surtout, il faut que les populations importantes qui y vivent ne quittent pas ces terres. Alors, cette fixation des populations sur ces terres est assez importante pour qu'elles puissent garder leur vie dans les milieux. Et deuxièmement, ce qui est également important à retenir, c'est la forêt. C'est la forêt. La forêt représente 27% de la surface. Et alors, nous avons 40% de terres qui sont arides, et nous avons en deuxième position 27% de terres de forêt, et c'est extrêmement important. Alors, sur ces 27%, il y a 2 millions de personnes qui vivent, et c'est assez important, 2 milliards de personnes qui vivent, c'est déjà le quart de la population. Et là, il faut toujours associer cette idée de l'humain à ces espaces qui sont occupés par le... Alors malheureusement, et ça a été dit, la gestion de cette forêt est malheureusement assez déplorable. Au lieu que chaque année
déjà, déjà cette superficie, elle n'est pas suffisamment importante pour rejouer un rôle sur les changements climatiques, sur la fixation des sols, etc. Mais en plus de ça, au lieu que la superficie augmente, elle diminue chaque année. Bon, on a donné le chiffre qui vous a frappé, etc. Mais chaque année, on perd 0,2% de la forêt. Et c'est extrêmement important. Alors, j'ai ici un certain nombre de chiffres sur la forêt. Et ce qu'il faut retenir sur le plan humain, c'est qu'il y a 300 millions de personnes qui vivent dans la forêt, à l'intérieur de la forêt. Et il y a 300 millions. Et il y a 1,7 milliard de gens qui dépendent de la forêt, qui vivent de la forêt, qui sont en dehors de la forêt, mais qui vivent. Les gens qui travaillent sur le bois, sur l'artisanat, sur ceci, etc. Et ça fait un poids humain qui est extrêmement important. Mais malheureusement, cette forêt, elle souffre d'un certain nombre de problèmes. Je ne veux pas vous donner trop de chiffres pour ne pas, mais il y a un très grand pourcentage de forêts qui sont reconnues comme forêts dégradées, a atteint un degré de dégradation assez important. Le deuxième problème dont souffre la forêt, c'est la fragmentation. Pourquoi on veut, au niveau mondial, au niveau de tous les pays, que l'ensemble des forêts soient liées par ce qu'on appelle des corridors, afin que les animaux, etc., puissent bouger et maintenir la vie. Malheureusement, il y a des fragmentations. Et ça, c'est assez mauvais pour la vie. En plus de ça, il y a la surexploitation. Cette forêt est surexploitée en bois et elle souffre beaucoup de la surexploitation par les animaux, etc. Donc c'est une forêt qui est malheureusement très mal gérée. Alors je vous donne un exemple que vous devez certainement avoir vécu, c'est les plantes aromatiques et médicinales qui plantent essentiellement c'est l'anarchie, et ça c'est le rapport des Nations Unies, c'est le rapport de tout le monde qui décrivent l'anarchie dans laquelle sont gérées ces plantes aromatiques et médicinales. Et combien sont importantes ces plantes pour l'ensemble de l'humanité? Parce qu'il y a un pourcentage très important des humains qui se soignent de cette plante aromatique et médicinale. Alors, donc, imaginez un petit peu, au moment où on dit les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire l'atténuation, etc., on veut faire l'absorption du CO2 pour la forêt, c'est la forêt qui diminue. Et ça, c'est une problématique qui est assez importante. Et malheureusement, même au niveau international, cet aspect du rôle de la forêt dans le changement climatique n'est pas bien perçu. Je vous donne un exemple, une petite parenthèse. La semaine dernière, j'étais à Nairobi, dans le congrès mondial de l'UCN. Comme ça, en plein public, j'ai dit, j'ai constaté que personne n'a parlé du rôle de la forêt dans le changement climatique. J'ai posé la question, il y avait 500 personnes et des experts, etc. Personne n'a répondu, et même les responsables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on mette l'accent sur le développement de la forêt au niveau mondial, au niveau, etc. Et à la fois pour dire qu'il faut éviter la dégradation, mais mettre l'accent sur le rôle du changement climatique de la forêt dans l'avenir. Alors, ceci pour la forêt qui occupe 27% de la surface. Alors, qu'en est-il des parcours? Vous savez, les parcours, c'est l'élevage, c'est les grandes surfaces, et ça occupe, au niveau de la terre, ça occupe 11%. 11% de la surface de la Terre est consacrée à ce métier. Et malheureusement encore, ces 11% de parcours dans le monde entier sont soumis à une surexploitation
par l'élevage, une surface très mauvaise, et qui va dans le sens de la dégradation. Alors maintenant, ce qui nous intéresse le plus, peut-être, le mec là, l'agriculture. L'agriculture, là, ce qu'on appelle dans notre jargon, au lieu de dire là, la superficie agricole utile, c'est-à-dire la superficie des terres qui sont utilisées pour l'agriculture. Alors au niveau mondial, c'est une superficie qui représente 22% de la surface terrestre. 22%, c'est assez important. 22%, on va pouvoir être à l'aise, mais la problématique n'est pas dans la surface globale. Quelle est la surface qui peut assurer une production de façon sécuritaire, qui peut assurer la sécurité alimentaire? Alors, il y a d'abord les surfaces irriguées. Malheureusement, les surfaces irriguées ne sont pas très importantes. Alors, sur ces 22%, il y a ce que nous appelons chez nous les surfaces bourgs, etc. Alors, ces surfaces, malheureusement, sont exploitées de façon traditionnelle, parce que on compte sur la pluie, et retenez un chiffre, sur ces terres qui sont agricoles, à vocation agricole, mais cultivées dans le bourg, au niveau mondial, la moitié n'est pas cultivée, n'est pas exploitée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Alors finalement, qu'est-ce qu'on tire de cette analyse de superficie par superficie? C'est que les terres qui sont exploitées pour assurer la vie des humains, des 8 milliards de personnes, ces superficies qu'on peut appeler fiables, qui peuvent contribuer à la sécurité de la vie, ne représentent pas plus de 13% de la superficie globale. Alors, moi, c'est un petit peu ce chiffre que je retiens de toute cette analyse, c'est que nous avons les 15 milliards d'hectares au niveau de la planète, mais sur ça, il y a 13% qui sont exploités. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y ait une mobilisation générale au niveau international pour que les dégradations que nous avons vues pour la forêt, pour les parcours, pour les zones arides, etc., qu'on puisse rattraper ça. Et c'est un défi qui est extrêmement important, qu'il faut le faire. Alors maintenant, face à cette situation, bien sûr, l'ONU a pensé à faire une convention spécifique pour la désertification. Alors retenez un chiffre, cette idée de dégradation des terres a été mise en avant avant les changements climatiques, etc. Déjà en 1977, c'est-à-dire avant le sommet de la Terre, il y avait un programme des Nations Unies pour la Terre. Et ça, c'est assez important. Mais la convention qui est venue par la suite a mis un peu plus d'ordre dans la gestion de tout, et elle a apporté ce qui est très important, que vous avez dit, c'est l'aspect d'une convention juridiquement contraignante. Et ça, c'est extrêmement important quand on dit au niveau international juridiquement contraignant. Vous, les Marocains, vous pouvez respecter, vous, les Américains, vous, etc., etc. Mais la contrainte, ça reste d'un côté et le reste. Donc, la Convention est venue. Qu'est-ce qu'elle dit, la Convention? Qu'est-ce qu'elle dit de la Convention qui a été faite de façon très, très globale? La présentation de cette convention, elle est un peu comme l'ensemble des autres conventions. Il y a un chapitre sur les termes pour qu'on s'entende, qu'est-ce que c'est que désertification, qu'est-ce que c'est que sécheresse, etc. Bon, je passe là-dessus, c'est pas. Mais c'est surtout la consistance de cette. Alors, l'idée de base de cette convention, c'est que il y a des pays, surtout les pays en voie de développement,
qui souffrent de cette sécheresse et donc de cette aridité des terres et donc de cette désertification. Et il y a les autres, les pays développés qui sont riches, qui sont à l'origine des émissions. Il faut qu'il y ait l'entraide, un appui des uns et des autres. Alors la Convention parle des obligations des deux parties, les pays riches et les pays. Alors l'idée de base, c'est que les pays riches apportent le financement, apportent également l'assistance technique, mais les autres pays qui bénéficient doivent faire un plan de travail, un programme, et se mobiliser pour le réaliser. C'est un petit peu ça, la philosophie globale qu'il faut retenir de ça, et c'est ça l'objectif. Bien sûr, comme toutes les autres conventions, il y a l'accompagnement sur le plan institutionnel, le secrétariat général, les COP, les conférences de partis, etc. Tout ça, c'est similaire aux autres. Donc, cette convention, sur le plan de la consistance, c'est l'appui des uns aux autres, mais sa gestion ne diffère pas des autres conventions. Et logiquement, ce qu'on peut attendre de cette convention, c'est la mise en valeur, comment qu'elle est appliquée au niveau international. Moi, j'ai vécu un petit peu la naissance de cette mission parce qu'on avait, à Helsinki, on avait un débat très ancien sur cette question de désertification. Je peux vous assurer que lorsqu'on a commencé à parler de ça à Helsinki, tous les pays développés étaient contre. Et nous étions un groupe d'ONG, tous sont concernés par la... Et il y a eu un débat très très fort. Et finalement, c'est ça l'enseignement qu'il faut tirer, la société civile peut faire changer les décisions des groupes. Et je vous assure, et c'est comme ça que la convention est passée. Alors à l'époque, lorsqu'on a promulgué cette convention, vous savez comment on l'a appelée? On l'a appelée la convention des pauvres. La convention. Autrement dit, c'est la convention qui concerne les pays touchés par la sécheresse, et c'est des pays pauvres. Alors c'est là un petit peu l'origine de sa marginalisation par rapport aux deux autres conventions des changements climatiques. Parce que déjà, elle est née avec un certain handicap de cette vision de... Alors maintenant, heureusement, lorsque les changements climatiques se sont accélérés, la sécheresse, etc. Maintenant, il faut penser à ça. Alors, c'est une convention qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir, d'intérêt. Et on constate d'ailleurs, la journée mondiale de l'environnement cette année, quand on a parlé de la désertification, c'est un signe très très fort. C'est un signe très fort qu'il faut maintenant commencer à parler de ça. Donc, alors, la convention, sa mise en œuvre, on a vu comment elle est née, mais il y a eu un petit élan qui a poussé un petit peu cette convention, la mise en œuvre de cette convention, dans la conférence de Paris, dans l'accord de Paris sur les changements climatiques. Avant, c'est pas dans la convention, c'est dans l'annonce des objectifs du développement durable avant la conférence de Paris. Vous vous rappelez, c'est l'annonce des 17 objectifs de développement durable. Ça a été annoncé à l'occasion de la journée. Alors, dans cette convention, il y a, sur les 17 objectifs, il y a un objectif le 1503 qui est dédié non pas à la désertification, qui est dédié à l'écosystème. Et dans l'écosystème, il y a la désertification. Alors, pour moi, c'est assez significatif de cette
cette manque de volonté politique au niveau international de mettre suffisamment d'accent sur cette question. Alors que c'est une des 3 conventions des Nations Unies. Il fallait qu'elle la mette sur le même pied d'égalité. Alors on lui consacre au niveau d'il y a les objectifs, juste un seul objectif, bien sûr avec d'autres sous-objectifs de détail, etc. Et c'est assez important que dans cet objectif, il souligne l'idée de la liaison entre l'eau, le climat, etc., la terre et la biodiversité, c'est-à-dire la végétation, etc. Et c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'il faut œuvrer pour que ces déserts désertifiés ou en voie de désertification, il faut leur redonner une vie avec une couverture végétale. Et c'est ça, à mon sens, la chose. Alors, moi, j'ai examiné les différentes COP. C'est une COP de climat, de biodiversité, etc. J'ai examiné la dernière COP pour dire où est-ce que nous en sommes. Eh bien, écoutez, la COP 15. Alors malheureusement, c'est encore à ce moment-là qu'on dit on n'a pas encore fait les programmes, il faut faire les programmes. C'est là où on dit il n'y a pas encore de financement, il faut le financement. C'est là où on a dit il n'y a pas eu de recherche, etc. Donc ça montre le retard de cette convention par rapport aux autres. Et c'est ça, c'est préjudiciable. Alors maintenant, indépendamment de cette situation, moi je tire la conclusion, comme ça a été dit, que nous nous sommes engagés au niveau international, particulièrement au niveau de l'Afrique, etc. Il faut batailler au niveau international pour qu'il y ait ça c'est absolument. Et nous ne pouvons batailler au niveau international que s'il y a une conjugaison des efforts entre les pouvoirs publics, et surtout la nef qui travaille de ça, et la société civile. Et j'insiste beaucoup sur ça. Je suis très heureux que vous soyez avec nous pour qu'on puisse conjuguer les efforts dans l'avenir, parce que CMCG également travaille dans l'avenir, dans des réseaux, il y a un poids, etc. Et ça, je pense que c'est assez important. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le Maroc dans cette problématique. Alors, je vais vous donner juste quelques données de base avant de dire ce que nous avons fait. Bon, je crois que la première donnée de base qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans un pays où il y a la pluie, il y a un gradient du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est. Alors, autrement dit, tout ce qui est dans le sud, etc., c'est la désertification. Pensez à Zagora, Tsafilalet, etc., le sud. Donc, il y a un pourcentage assez important de métaux. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans la partie nord où il y a suffisamment de pluviométrie, nous avons 9 grands fleuves. Ce sont autour desquels nous avons construit des bassins hydrauliques pour l'irrigation, etc. Et ce qui est très important, c'est que les zones désertiques, les zones de frontières, nous avons un périmètre irrigué à Ouarzazate, périmètre irrigué à Tsafilalet. Et ça, je me rappelle bien de ça, lorsqu'on faisait les programmes pour les gens qui, moi, je vous dis un petit peu ça, parce que c'est des histoires que j'ai un peu vécues. J'étais dans l'agriculture. Alors, lorsqu'on a voulu faire le périmètre d'irrigation à Zagora et à Tsafilalet, un responsable de l'agriculture a dit pourquoi aller chercher. Je me rappelle bien, Feu Hassan II a dit c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Ni à la politique, ni au développement. Alors, et c'est là, ça a été donné un coup de pouce. Donc, le Maroc a été très courageux de mettre des périmètres irrigués dans des zones désertiques. Et imaginez si on n'avait pas ça, on n'aurait pas eu encore peut-être des populations dans cette région. Donc, je pense que c'est une... On a fait une recherche très importante, surtout dans la région de Casablanca, sur ce qu'on appelle la ridoculture. La ridoculture, cela veut dire les cultures dans les zones arides.
Il y a eu une grande recherche là-dessus. On a déterminé comment il faut travailler le sol, quelles sont les plantes qu'il faut mettre, quels sont les assolements, comment il faut semer, etc. Alors, ça a été un travail de recherche qui est extrêmement important, qui nous a donné beaucoup d'idées de ce qu'il faut faire. Et ça nous a permis, malgré tout, d'améliorer de façon progressive les techniques qui sont utilisées dans l'exploitation des terres. Alors, c'est comme ça qu'on arrive maintenant à des techniques nouvelles qu'on est en train de promouvoir. Vous connaissez le goutte à goutte, l'irrigation goutte à goutte, ça c'est assez connu, mais maintenant on commence à faire ce qu'on appelle le semis direct, c'est-à-dire sans travailler le sol, on sème directement, on voit que ça donne de bons résultats. On a sélectionné des variétés qui sont résistantes à la sécheresse. Ça, c'est des variétés pour les céréales, pour les légumineuses, etc. Et même pour les fourrages. Donc, il y a eu un effort de la recherche, de la recherche agronomique pour développer les plantes, même dans ces zones qui sont arides. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que 90% de nos terres sont considérées arides. Ça, il y a eu des études, je peux vous donner ce qui est aride, ce qui est semi-aride, ce qui est subaride. Il y a des étages climatiques qui sont déterminés pour ça, afin que l'on puisse adapter l'agriculture à ces étages. Et il y a également une autre étude très importante, non pas sur les étages climatiques, mais sur la sensibilité des terres à la dégradation. C'est une étude qui est extrêmement importante. Je retiens le chiffre principal. 87% de nos terres sont des zones très critiques sur le plan de la sensibilité à la dégradation. Au Maroc. Je parle maintenant du Maroc. Donc, nous avons des études qui identifient ce que sont ces terres arides, qui identifient également certaines technologies. Ça ne va pas être le paradis dans ces régions, mais nous avons quand même un certain nombre de choses. Alors maintenant, je voudrais insister sur 2 points. Les forces de notre politique d'exploitation de ces terres arides, mais je vais revenir après aux défis sur lesquels nous allons. Alors, pour les forces, j'ai indiqué l'idée de la recherche sur l'agriculture, c'est très important, mais ce qui est très important à noter, c'est que déjà en 1967, avant le Club de Rome qui a parlé de ça, avant la création du PNUE, etc., Feu Hassan II avait reçu un spécialiste de ce qu'on appelle la dendrologie, c'est-à-dire qui mesure l'aridité à travers le tronc des arbres. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé, en 1967, d'irriguer 1 million d'hectares. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve, moi, personnellement, très, très fort. Et j'ai vécu ça, comment on a été mobilisé pour arriver à ça. Et c'est ce qui a sauvé un peu le Maroc avec son agriculture. Je pense que c'est quelque chose qui a été très important. Assez souvent, on oublie une chose. Je reste toujours dans le travail de la terre. C'est qu'on a lancé une opération sur 3 millions d'hectares pour faire de l'épierrage. C'est-à-dire, il y a eu de l'érosion dans la terre et il y a des pierres qui sont apparues. On a commencé à enlever les pierres pour que les terres soient plus faciles. Et ça, c'est également très, très important. On a les bassins versants. Les bassins versants, nous avons un programme très important pour planter les bassins versants afin de limiter l'érosion. L'érosion qui amène de la terre à nos... Mais il y a aussi la fixation des dunes sur le littoral. Tout ça, je parle uniquement des choses qui sont en relation avec la terre, parce qu'il y a d'autres choses. Maintenant,
sur le plan au niveau de la forêt, nous avons deux entités qui s'occupent de questions de la forêt. Nous avons le département du développement durable qui a une vision globale, la stratégie nationale de la biodiversité. Et nous avons la forêt, le département de la forêt, qui fait des actions pratiques sur la culture. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le plan forestier qui a été soulevé, c'est un plan qui est général. Mais il y a une dizaine de sous-plans. Il y a une dizaine de sous-plans. Le sous-plan sur le reboisement, le sous-plan sur la régénération naturelle des plantes, le sous-plan sur l'augmentation de la population des arbres, le sous-plan, il y a une dizaine de composantes. C'est pour vous donner une idée sur la richesse de ces plans forestiers qui sont élaborés et qui sont revus toutes les 10 années. Et ça, je pense que c'est assez important. Maintenant, le défi. Les défis, la problématique est très, très, très complexe et ça demande beaucoup de moyens, etc. Pour moi, les défis que nous devons affronter, d'abord, nous devons veiller à appliquer au Maroc la Convention, l'ensemble des clauses de la Convention, du point de vue planification, du point de vue financement, du point de vue encadrement, etc. Et je pense que c'est un... Nous devons également appliquer l'objectif numéro 15 de l'objectif de développement durable, qui donne beaucoup de détails sur ce qu'il faut faire. Et il y a ce programme de biodiversité. Biodiversité, on a réalisé des choses. Le Maroc a réalisé, je vous dis, il y a des plans, etc. On a réalisé, mais il y a encore une marge assez importante qui existe parce que la biodiversité chez nous, c'est-à-dire le règne végétal, le règne animal, etc., connaît une dégradation assez importante. Donc il faut rattraper ça. Malgré tous les efforts, il y a des efforts. Et je vous assure, il y a des études extrêmement importantes sur ce qu'il faut. Il y a, et ça, le Maroc est en train de le refaire, on est en train de revoir la politique de l'eau. La politique de l'eau. Et je crois qu'il faut que tous ensemble, on se mobilise pour participer à cette révision de la politique de l'eau qui est en cours actuellement. Et il y a... pour finir, c'est une mise pour terminer. Oui, d'accord, très bien. Alors je termine. Il y a également un effort à faire sur l'immatriculation des terres afin d'avoir la stabilité des terres. Et il y a, je termine avec ça, et très rapidement, on peut revenir peut-être dans le détail, sur tout ce qui est levier, ce qu'on appelle les leviers pour la mise en œuvre de ça. Autrement dit, améliorer la gouvernance, les instruments économiques et financiers sur le plan du prix, des subventions, etc. La recherche a besoin encore d'un coup de structure. Alors je termine avec une information, si vous permettez. Notre association, avec une autre association, on a fait une coopération avec un groupe de Français pour réfléchir sur les questions de la forêt, etc. Et nous sommes arrivés à une idée qui est assez ambitieuse, qui est maintenant au stade embryonnaire. C'est pour capter l'humidité de l'air de l'océan Atlantique, pour le capter, on a pensé à une ceinture verte qui va du nord au sud sur une bande d'une centaine de kilomètres afin de capter la situation. C'est un projet qui est conçu dans un cadre international avec des Français, etc. Mais à Nairobi, je l'ai annoncé. Tout de suite, immédiatement après l'annonce, il y a 6 pays qui sont venus me voir, des pays africains. Monsieur Bénis, n'arrêtez pas ces projets chez vous. On veut être associé. C'est un projet très ambitieux pour mettre à l'œuvre
à la mise en œuvre de cette politique de Sa Majesté, la façade atlantique. Et je pense que c'est quelque chose de très très important qui peut-être demandera 10 ans, 20 ans, etc. Et voilà, je termine sur cette annonce et je vous remercie beaucoup.